quand on dit par exemple qu'il faut que les Français serrent la ceinture, ça c'est un vrai scandale. Ça fait 30 ans que les Français serrent la ceinture. C'est à la puissance publique de se serrer la ceinture. Aujourd'hui, tu vois les chiffres, les défaillances d'entreprises, des records historiques, ça explose. On a un sommet historique, tiens-toi bien, 14% au-dessus du sommet de 2009, pleine récession de 2009. T'imagines, 14%. Une petite anecdote, c'était un journaliste qui était ultra-libéral, tu sais, et qui était parti vivre aux États-Unis parce qu'il croyait à fond au modèle américain. Il a eu une maladie du cœur, là-bas il a payé 250 000 € pour l'opération. Ah ouais, oui, il est revenu en France évidemment. Et il a changé un petit peu d'opinion par rapport à ça. C'est un chiffre moi, que j'ai évoqué la semaine dernière dans mes vidéos, qui est passé complètement inaperçu. Incroyable. Pour la première fois dans l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, si tu veux, le taux de natalité en France est passé sous le taux de mortalité. On n'a jamais vu ça. Bienvenue dans l'émission Secret d'investisseur. Secret d'investisseur un petit peu spécial aujourd'hui, on va parler d'économie. Et pour parler d'économie, je suis avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Et ravi de vous rencontrer, de vous retrouver. Et puis à toi, félicitations également pour le succès de tout ce que tu fais. Ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça. Ça me rappelle ma jeunesse justement. Et ça fait plaisir de voir un tel dynamisme. Donc bravo. Merci beaucoup. Justement, toi, tu as plus de 30 ans de carrière en tant qu'économiste. Ouais, tu es aussi essayiste, tu as écrit des bouquins. Et récemment, tu as aussi lancé une chaîne YouTube. Donc, pourquoi tu as lancé cette chaîne YouTube ? En fait, il y a plusieurs raisons. Moi, depuis que j'ai commencé ma carrière, pour tout, peut-être que certains le savent, mais j'ai commencé ma carrière comme enseignant-chercheur à Paris, en Panthéon-Sorbonne, donc en 94, ça ne nous rajeunit pas. Après, je suis rentré à la Banque Populaire donc en 95 et en 97, j'ai créé l'Institut économique. J'étais le plus jeune chef économiste d'une grande banque française à l'époque. Et mon but, c'était de démocratiser l'économie. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire parce qu'il y a une culture économique très faible en France. À l'époque, c'était pire qu'aujourd'hui. Et je me rappelle très bien quand j'ai commencé à faire ça, finalement, et ça a très vite bien marché. Certains économistes de l'époque, on ne va pas donner de nom, mais ils sont d'ailleurs encore là, certains, ils m'avaient dit, non mais Marc, attends, il y a un problème avec toi, on te comprend trop quand tu parles. Donc tu comprends, nous on est des experts, tu dois mettre une distance avec les gens. Moi, je leur dis, mais t'as rien compris. Et puis là, j'ai compris justement pourquoi il y a une telle mauvaise culture économique en France, parce que les économistes ne font pas leur boulot. Justement. Donc voilà, ça a été un petit peu, on va dire, mon sacerdoce depuis des années, c'est de développer la culture économique. Et c'est vrai que donc en 2020, j'ai créé cette chaîne YouTube parce que c'était le Covid, on était bloqués, chacun plus ou moins dans un endroit. On va dire, moi j'étais pas en France, les télés m'appelaient pour me dire voilà, est-ce qu'on peut vous interviewer, etc. Et moi j'étais pas là, donc je me suis dit, il faut créer quelque chose. Et mes enfants à l'époque m'ont un peu chauffé, comme on dit, c'est-à-dire ils m'ont dit non, t'es pas capable de faire ça, tu vas pas le faire, etc. Donc je les ai pris au mot et j'ai créé ma chaîne YouTube presque sur un pari, on va dire. Et puis ça très vite, très bien fonctionné. Et voilà, maintenant, on est donc à 230 000 abonnés. Donc voilà, merci d'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Voilà, le but, il est simplement de démocratiser l'économie, donc d'expliquer comment fonctionne l'économie et de dire surtout qu'est-ce qui va nous arriver. Et donc le drame que nous vivons vraiment depuis quelques années, c'est qu'on a une sorte de déni de réalité complet en économie. On a encore vu Macron il y a quelques jours dans son émission sur TF1. Tout va bien, Madame la Marquise. Voilà, tout va très bien. C'est le plein emploi, ce sont les 30 glorieuses. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Et c'est vrai que j'ai conseillé à peu près... mon métier de base, c'est quand même de conseiller les dirigeants d'entreprise. Je fais également pas mal de conférences. Et puis, j'ai également conseiller, entre guillemets, les dirigeants du pays, que ce soit depuis l'Élysée, Matignon ou Bercy. Donc j'ai vu quasiment tout le monde depuis 30 ans, à part certains, à part pendant la période de Hollande. Là, je sais pas, ils ne voulaient pas me voir à l'époque, je ne sais pas pourquoi. Et depuis Macron, c'est aussi un peu spécial. J'ai quand même vu pas mal Bruno Le Maire. Et donc j'étais assez effaré je ne faisais que dire la vérité, si tu veux. C'est-à-dire des chiffres de l'INSEE, c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Et là, non, c'est pas du tout le cas, tout va bien, etc. Donc je me dis, il y a quand même quelque chose à faire. Et donc dans ma chaîne, justement, sur ma chaîne du moins, je montre également ce que je dis. Parce que ça, c'est aussi le problème des économistes. C'est que souvent, c'est un peu comme les politiques. Ils parlent beaucoup et on ne peut pas vérifier de ce qu'ils disent. Moi, tout ce que je dis, non seulement je le dis, mais surtout je le montre. Je le montre sur des graphiques. J'ai toujours des graphiques réalisés sans trucage. Ça, c'est important, parce que quand on voit ces graphiques, on visualise. C'est-à-dire quand tu vois effectivement les indicateurs avancés qui montrent que la croissance est en train de s'effondrer, c'est visuel. Quand tu montres qu'on a des défaillances d'entreprises qui atteignent des sommets historiques en France, là aussi c'est visuel. Idem sur les marchés boursiers. Donc voilà, c'est important de montrer également les choses. Et donc c'est vrai que le succès est là, donc tant mieux. Mais j'ai envie de dire, ce qui compte, c'est l'honnêteté également. Parce qu'il faut être justement honnête. Il y a beaucoup malheureusement d'économistes qui sont marqués politiquement, qui obéissent à un dogme. Et ça n'a pas de sens. Encore une fois, moi je pense qu'il faut dire la réalité économique. Et ce qui est dramatique, c'est que quand on dit les choses, par exemple, simplement le fait de dire que, on va en parler tout à l'heure, je pense, mais la dette publique française atteint un sommet historique. Moi, ça m'est arrivé dans une émission, on m'a dit « Ah mais vous êtes un ultra-libéral ». Je ne comprends pas. En disant
que la dette publique française atteint un sommet historique, on est ultralibéral. Ça n'a rien à voir. C'est simplement un fait. C'est simplement une réalité. Tu vois, et donc voilà, c'est ça qu'il faut absolument changer aujourd'hui. Et quand je vois également les retours, je pense que c'est comme toi sur ta chaîne, les retours de ceux qui nous écoutent, c'est formidable parce que déjà ils apprécient et ils nous disent voilà, on est avec vous, on vous soutient, etc. Parce que c'est vrai que peut-être que tu le verras un jour, j'espère que ça n'est pas encore arrivé, mais tu vas avoir des pressions. On va te faire des pressions quand tu as un petit pouvoir médiatique. Moi, ça fait ma première télé, je l'ai fait en 97, tu vois, donc j'ai connu ces pressions. Et alors, plus ou moins, tu vois, des fois, c'est des petites incitations, des fois, c'est un peu plus méchant. Voilà, mais c'est très surprenant. D'un côté, on a la chance d'être en France, on a quand même la liberté de parole, mais d'un autre côté, on essaie quand même d'orienter ta parole. Et beaucoup d'économistes, malheureusement, parce qu'ils ont besoin justement de ça, voilà, ils suivent le troupeau ou alors ils obéissent à des ordres. Voilà. Et moi, c'est pas du tout mon cas. Parce que j'ai la chance justement d'aujourd'hui d'être complètement indépendant. Je dépends de personne. Et ce qui fait que voilà, j'ai mon cabinet. Je suis le seul actionnaire. Je suis la seule personne, même quand j'ai besoin de faire travailler des gens, je prends sous forme d'honoraires, etc. J'ai plus de salariés. Parce que justement, c'est devenu trop compliqué. Et je veux garder cette indépendance. Voilà. Et je pense que ça, c'est très important. Et c'est aussi ce qui fait certainement ton succès, c'est d'être indépendant. Je pense qu'aujourd'hui, les Français, que ce soit les entreprises, mais également les particuliers, ils ont besoin d'honnêteté. Parce que, disons les mots, je veux dire, moi je travaille dans une banque très longtemps, alors c'est pas forcément le cas à l'époque, mais aujourd'hui on voit très bien que dans beaucoup de banques, on veut vendre certains produits en particulier. Donc là on va faire évidemment du rentre-dedans, dire c'est un très bon produit, sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Bon, et ça c'est dangereux. Et pareil sur l'économie, on veut dire voilà, tout va bien, etc. Et alors le pire, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que quand simplement je dis les choses, on me dit vous êtes complotiste, vous êtes d'extrême droite, vous êtes... Quel rapport? Tu vois, donc c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux. C'est-à-dire qu'il faut, il faut simplement dire la vérité économique, dire les choses, encore une fois, avec des chiffres officiels. Je n'invente pas les chiffres, tu vois. Je pense que ce qui est important aussi de faire, c'est vraiment un travail de pédagogie. Parce que tu es parti du constat justement qu'il y a un manque de culture économique en France, tout à fait. De la part, auprès des Français. Nous, notre constat, c'était qu'il y a un manque d'éducation financière. Et nous, c'est de la pédagogie sur l'éducation financière et comment investir, etc., comment bien épargner. Toi, l'idée, donc, c'est de démocratiser plutôt l'économie. Pourquoi, déjà, c'est important d'avoir une culture économique? C'est important, justement, pour ne pas se faire avoir. J'ai envie de dire. C'est-à-dire que globalement, quand on te dit aujourd'hui, telle valeur, elle va flamber, alors que tu vois qu'elle a ce qu'on appelle un PER, un Price Earning Ratio, ça veut dire la valeur boursière par rapport au profit qui est énorme, tu te dis, attendez, il y a un problème. Pourquoi ça va encore augmenter? Peut-être ça sera le cas, mais à ce moment-là, il faut donner des arguments. Donc, c'est ne plus écouter les choses et prendre pour argent comptant. Quand aujourd'hui, effectivement, on te dit que l'économie française est en train de se réindustrialiser, si c'est le président qui le dit, on le croit. Sauf que quand tu vois les chiffres, ce n'est malheureusement pas du tout le cas. Quand on te dit aujourd'hui que s'il ne faut pas baisser la dépense publique, c'est pour maintenir le modèle social, on oublie de dire, par exemple, qu'en France, qu'est-ce qui a le plus augmenté ces dernières années? Ce ne sont pas les dépenses sociales, ce sont les dépenses de fonctionnement de la puissance publique. À tel point qu'aujourd'hui, quasiment 33% des dépenses publiques, ce sont des dépenses de fonctionnement. C'est pas du social. Alors bien sûr, c'est administratif. C'est de l'administratif. Ouais. Donc bien sûr, des fois, il y a quand même du social. Il y a des médecins, il y a des infirmières, ça c'est important. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait gonfler effectivement les coûts administratifs. Voilà, donc simplement de dire les choses, si tu développes la culture économique, à ce moment-là, tu ne te fais pas avoir. Et puis parallèlement, moi je suis assez effaré de voir que tous les pays du monde, tous les grands pays, ont modernisé leur économie. Tous. Parce que justement, à un moment, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas plus continuer comme ça, à augmenter n'importe comment la dépense publique, à augmenter la dette publique n'importe comment. Même les pays scandinaves, ils ont compris ça, parce qu'eux, c'était avant la dépense publique. Même eux, ils ont réduit. Même, regarde, l'Italie, on se moquait de l'Italie. L'Italie, elle a réduit son déficit de moitié et elle a réduit ses dépenses. Et même maintenant, elle baisse ses impôts. Donc, c'est possible. Donc, je me dis, pourquoi tous les pays arrivent et pas nous? Quel est ton constat d'ailleurs sur l'état de la France et l'état de l'économie? C'est très clair, c'est que comme on n'a pas justement cette culture économique, je finis de répondre à ta question, comme on n'a pas de culture économique, justement, on n'arrive pas à moderniser la France. Et je pense que malheureusement, les dirigeants français entretiennent ce manque de culture économique, justement pour ne pas faire les réformes. Et quand on dit, par exemple, il faut que les Français serrent la ceinture, ça c'est un vrai scandale. Ça fait 30 ans que les Français serrent la ceinture. C'est à la puissance publique de se serrer la ceinture. Quand on augmente comme ça n'importe comment les dépenses de fonctionnement, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais j'ai fait des simulations justement sur la baisse des dépenses de fonctionnement. On peut les baisser de 50 milliards d'euros sans casse sociale, tu vois. Et à partir de là, tu pourras baisser les impôts également, donc relancer la croissance. Voilà, donc l'économie, c'est du bon sens. Tu vois. Donc j'ai même fait un t-shirt dernièrement en disant ce n'est pas sérieux, parce qu'effectivement ce que proposent aujourd'hui nos dirigeants, ce n'est pas sérieux, ce qu'on nous dit, ce n'est pas sérieux. Mais si tu as de la culture économique, si tu comprends ce qui est en train de se passer, alors là tu ne te fais plus avoir.
Et même les dirigeants ne pourront plus faire n'importe quoi sur le front de l'économie. Et moi, ce qui me fait également froid dans le dos, c'est quand je vois tous nos jeunes, c'est-à-dire qui aujourd'hui sont tentés par des idées extrémistes, entre guillemets, notamment de revenir à l'URSS. Tu vois, quand je vois tous ces jeunes, on ne va pas faire de la politique, mais qui disent oui, bah voilà, c'est LFI, c'est le bon choix, etc. Je me dis, attendez, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que là, je faisais une émission sur LCI et il y avait on va pas dire qui, mais un syndicaliste, etc., qui disait oui, il faut réquisitionner les entreprises. Réquisitionner, c'est même pas nationaliser, réquisitionner, c'est l'URSS. Mais comment on peut laisser passer de telles idées aujourd'hui en 2025 en France? Tu comprends? Si tu as une culture économique, tu peux pas laisser passer ça. Et surtout au niveau de nos jeunes, qui sont parfois embrigadés. Donc on a vraiment, toi comme moi, je pense, comme beaucoup d'autres également, une mission. Vraiment, c'est une mission de démocratiser l'économie, démocratiser la finance, notamment pour nos jeunes, pour qu'ils arrêtent de se faire avoir, qu'ils prennent les bonnes décisions et qu'on arrive enfin à sauver la France, à moderniser l'économie française. Tout le monde l'a fait. Il n'y a pas de raison que nous, les Français, on n'arrive pas à le faire. Et donc, je souhaite qu'effectivement, on va le faire. Pour répondre à ta question, ta deuxième question sur l'état de la France, oui, c'est une catastrophe. Je pense que, si tu veux, j'ai jamais connu ça. Il faut être honnête. On a aujourd'hui, tu vois les chiffres, des défaillances d'entreprises, des records historiques. Alors on me dit oui, mais il y a eu beaucoup de créations. Alors justement, si tu regardes les défaillances hors micro-entreprises, parce qu'il y a eu beaucoup de créations d'entreprises dans les micro-entreprises, qui sont importantes bien sûr, mais bon, là aussi il y a beaucoup de créations, de disparitions, etc. Mais quand tu vois les entreprises à partir de 10 salariés, ça explose. On a un sommet historique, tiens-toi bien, 14% au-dessus du sommet de 2009, en pleine récession de 2000-2009. T'imagines, 14%. C'est un drame. Et derrière, quand ces entreprises font faillite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a des salariés qui se retrouvent au chômage. Pareil sur le chômage, on dit oui, le chômage ça va, ça monte pas. On est à 16,5% de taux de chômage en France, toutes catégories confondues. Parce que souvent, quand on dit oui, on est à 7,5, c'est le taux de chômage de catégorie A. Ça veut dire le chômeur labellisé, entre guillemets, donc qui n'a pas du tout d'emploi, qui fait une recherche active et qui est immédiatement disponible. Tous les autres chômeurs qui existent, on ne les met pas dans les statistiques. Alors évidemment, c'est facile. Mais si tu prends toutes les catégories, chiffre de l'INSEE d'ailleurs, l'INSEE est conscient qu'il faut arrêter. Et donc, elle est à 16,5% de taux de chômage. Tu comprends? Donc ça aussi, c'est un drame. Et moi, je fais beaucoup de conférences justement en province. Et c'est vrai qu'on a ce parisianisme assez insupportable. D'ailleurs, même à Paris, ça commence à se déliter. Mais quand tu vas en province, tu te rends compte effectivement que ces entreprises souffrent. Et encore une fois, je ne parle pas des boîtes du CAC 40, que je conseille aussi certaines, mais surtout les PME. C'est elles qui tiennent la France. Tu vois? C'est-à-dire que si demain on a ces faillites qui continuent, là on a un risque social et sociétal énorme. Je ne te parle même pas de la dette publique. Voilà, ça explose complètement. On est à bientôt à 3 500 milliards d'euros de dette publique, sans compter le hors-bilan. Ça, c'est aussi assez intéressant. Tu vois, le hors-bilan, c'est les engagements de l'État, mais qui ne sont pas comptabilisés comme de la dette. Par exemple, les retraites des fonctionnaires. Ça, on sait que l'État va devoir payer. Chaque année, il paye 80 milliards d'euros juste pour les retraites des fonctionnaires. Donc c'est un frais, c'est un coût. Si tu vois cette dette qui va arriver, donc qui est là, on la connaît, mais elle n'est pas encore dans les chiffres, on est à quasiment 7 500 milliards d'euros de dette publique. Tu te rends compte? Quand tu ajoutes les dépenses à venir d'ici à combien d'années? Les engagements de l'État, c'est-à-dire les engagements perpétuels. La retraite des fonctionnaires, effectivement, l'État va devoir s'engager pour payer les retraités qui travaillent aujourd'hui, donc on les connaît, et qui seront à la retraite demain. Donc tu vois, on fait des simulations pour savoir combien de temps ils vont vivre en moyenne. Okay. Et là aussi, on sait plus ou moins combien ça va coûter. Donc, t'imagines 7 500 milliards. Et là, alors moi, ce qui me rend fou, c'est qu'on me dit, oui, c'est pas grave, la France a des actifs. Ok, très bien, on va vendre la Tour Eiffel. Est-ce que ça se vend déjà, Tour Eiffel? Et alors, ce qui est fou, c'est que ça, personne n'en parle. Mais quand tu regardes ce qu'on appelle le compte de patrimoine de la puissance publique française, dans le meilleur des cas, l'actif de l'État français, c'est à peu près 4 500 milliards. 7 500, 4 500. Il manque 3 000. C'est ce qu'on appelle un actif net négatif. C'est-à-dire que même si tu vends tous les actifs, tu ne rembourses pas ta dette. Bon, c'est dramatique, mais... Alors, il y a un deuxième élément qui me fait peur, et ça concerne évidemment notamment ceux qui t'écoutent régulièrement, ceux qui nous écoutent, c'est qu'on me dit, oui, mais c'est pas grave, il y a l'épargne des Français qui arrive en caution, tu vois. Attendez, mais ça c'est un scandale dramatique. Je rappelle que l'épargne, c'est privé. Là, on parle de dépenses publiques. Donc, tu vois, ça fait peur quand même. C'est-à-dire quoi? On va nous spolier, on va nous dire, voilà, on peut puiser dans l'épargne des Français. Ça, c'est un vrai danger. Et moi, justement, j'alerte depuis déjà pas mal de mois, voire d'années sur ça. J'espère que ça n'arrivera jamais, bien sûr. Mais ça, c'est le vrai danger. Parce que comme tu le sais, nous sommes numéro 1 du monde des impôts.
Il n'y a pas un pays dans le monde qui a un poids de dépenses publiques, des impôts et des dépenses publiques aussi d'ailleurs, aussi élevé par rapport à son PIB. Donc on va pas pouvoir encore augmenter. Donc qu'est-ce qui va nous rester? Voilà, l'épargne. Et donc ça, il faut être très vigilant sur ça. Alors, je rassure quand même les Français qui nous écoutent, on ne va pas spoiler, il ne faut pas prendre tout l'épargne. Là, ça serait l'URSS, justement, ou le Venezuela. Donc j'espère qu'on n'arrivera pas là. Mais c'est sûr que, globalement, il y a une tentation de se dire, bon, allez, tiens, on va prendre un petit pourcent. Tu vois. Alors, moi, je suis déjà plus âgé, donc j'ai connu ça. Tu vois, en 91, j'étais très jeune déjà à l'époque, mais Michel Rocard, qui était Premier ministre à l'époque, a dit, bon, on va créer la CSG pour financer justement le trou de la Sécu. À l'époque, on parlait du trou de la Sécu, on dit que mais ça va, voilà, ça ne sera pas énorme, ça sera juste 1%, on va vous prendre un petit pourcent en plus d'impôts, ça va passer, on va financer la sécurité sociale. Sauf qu'aujourd'hui, tu le sais très bien, la CSG, elle a augmenté à 9,2%. Quand tu prends la CSG plus les cotisations sociales sur l'épargne, on est à plus de 17%. Donc, tu vois, quand on te dit 1%, ça peut monter à 17%. Pareil sur la CRDS, c'était créé par Alain Juppé, donc gauche comme droite, et qui avait dit à l'époque en 96, la CRDS, ça ne va pas durer longtemps, ça va durer quelques années. Voilà, on est en 2025, c'est toujours là. Tu vois. Donc, faire attention à ça. La tentation est très forte de nos dirigeants. Comme ils ne veulent pas baisser la dépense publique, ils ont tendance à vouloir augmenter en permanence les impôts. C'est exactement ce qui se passe. On n'a pas arrêté d'augmenter les impôts depuis 30 ans, même 40 ans. Et plus tu augmentes les impôts, plus tu casses l'activité économique. Tu vois, moi, ça me rend fou. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on apprend en première année d'économie. Comme j'ai été prof à la fac. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? C'est très simple. Si on augmente trop les impôts, ça casse l'activité économique. Donc, ça fait baisser la croissance. Donc, ça fait baisser ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Donc, tu ponctionnes plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc, à la fin, tu as moins de recettes fiscales. C'est le b.a.-ba. Mais que des personnes intelligentes, quand même, nous disent aujourd'hui, non, on va quand même encore augmenter les impôts un petit peu. Ce n'est pas sérieux. Encore une fois, je le redis. C'est extrêmement grave. Surtout, comme tu le sais bien, qu'on est dans un monde ouvert. Et si aujourd'hui tu augmentes les impôts, évidemment, tu vas avoir des entreprises, des particuliers qui vont quitter la France. Ça a déjà commencé. Et ça va continuer. Quand Macron est arrivé en 2017, il a fait croire que tout allait bien se passer, etc. Donc certains ont arrêté de partir, voire certains sont revenus. Puis là, on voit la situation. Donc là, de nouveau, il y a de nouveau un exode fiscal. On fait très attention à cela. Et donc, si tu t'amuses à augmenter encore les impôts, évidemment, tu risques d'avoir cet exode qui va être très douloureux pour l'économie française. Juste pour contrebalancer un peu, c'est vrai que tu as dit qu'on a moins d'actifs que de dettes. Si on prend juste la dette, pas la dette future, mais les 3 500, au final, on a quand même plus d'actifs puisqu'on a 4 500, tu as dit, de milliards. Oui, il reste, heureusement. Non, mais juste pour remettre, pour contrebalancer un peu, c'est vrai que tu dis aussi qu'il y a beaucoup de prélèvements obligatoires. On est un des pays les plus taxés, évidemment. Mais c'est aussi parce qu'en face, il y a beaucoup de dépenses publiques. Et donc, il y a aussi une redistribution et des services sociaux, etc. Et en France, on a un système social, un des plus avancés quand même au monde. Et tu parles aussi de baisser les impôts. C'est vrai que depuis 2018, les impôts ont pas mal baissé. On a vu la flat tax, on a vu l'impôt sur les sociétés qui ont baissé, la taxe d'habitation qui a été enlevée, etc. Est-ce que du coup, ça suffit? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour toi? Comment on pourrait faire? Plusieurs questions, effectivement. Alors déjà, tu as raison de le dire, on est numéro 1 du monde des dépenses publiques. Sauf que quand tu regardes l'état des services publics en France, malheureusement, c'est plus ce que c'était. Quand tu regardes la redistribution, c'est plus ce que c'était. Tu vois, moi, je peux en parler, je viens des cités HLM d'Orly. Tu vois, si tu fais mon histoire, je viens des cités HLM d'Orly, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Tu vois. Donc, je connais bien. Et j'ai démarré tout en bas. Tu vois. Mais à l'époque, on avait quand même un espoir, effectivement, de monter. J'avais une bourse, parce que mes parents n'avaient pas les moyens de payer mes études, etc. Et voilà, et j'ai réussi à m'en sortir. Mais combien ont réussi à s'en sortir? Et surtout aujourd'hui, quand tu vois que tu as un taux de chômage des moins de 25 ans de 60% dans les cités HLM, de françaises, tu dis, c'est quoi l'avenir pour ces jeunes? C'est quoi? C'est le deal, c'est donc espérance de vie qui va évidemment réduire. C'est pas sérieux, encore une fois. Donc c'est très dangereux, surtout pour la stabilité sociale et sociétale. Tu comprends? Moi, je parle en connaissance de cause. Donc bien sûr qu'il faut de la dépense publique, mais bien allouée. Tu vois, si à la rigueur, effectivement, tu as une dépense publique énorme, mais que tu as une croissance forte, que tu as le plein emploi, que tu as une baisse de la pauvreté, que tu as une baisse des inégalités, tu peux dire au diable l'avarice, vas-y, on continue. Tu vois, mais ce n'est plus le cas. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas un problème de quantité de dépenses, mais de qualité de ces dépenses. Tu comprends? Donc c'est ça le vrai enjeu. Est-ce que tu parlais par exemple l'administratif? Exactement. C'est ça. Le problème, c'est que, encore une fois, quand tu regardes depuis 2021, les dépenses de fonctionnement de la puissance publique ont augmenté de quasiment 100 milliards d'euros. Tu te rends compte? 22% de hausse. Alors que sur la même période, les dépenses sociales ont augmenté de 11,5%. Tu vois, quasiment du simple au double. Donc, tu vois, c'est pas du social. Tu comprends? Donc, voilà, c'est
bon, on connaît le millefeuille administratif, etc., tout ce que j'appelle les ODAC, organismes divers d'administration centrale. Il y en a 700 en France. Ça coûte 140 milliards d'euros par an. Je ne dis pas qu'on doit tout arrêter, mais quand même 140 milliards. On sait très bien que des fois, ce n'est pas hyper efficace, tu vois ce que je veux dire. Donc on peut réduire au moins de 50 milliards. Ce qu'on appelle le millefeuille administratif, ça veut dire les doublons, ça coûte à peu près 10 milliards d'euros par an. Tu vois. Les problèmes également de réglementation, tatillonne, etc., ça coûte là aussi des milliards. Tu vois, donc il faut optimiser, il faut repenser. Moi, je suis, encore une fois, pour la dépense publique, mais il faut la repenser. D'ailleurs, quand tu parles effectivement de la dette publique, bien sûr, 3 500, 4 500, ça c'est la puissance publique totale. C'est-à-dire dette publique 3 500, actifs 4 500. Mais si tu regardes l'État en tant que tel, là, l'actif net est négatif depuis déjà 20 ans. Oui. Tu vois. Donc, voilà. Mais on ne va pas s'amuser, effectivement, à vendre tous nos actifs. J'espère pas. Sinon, tu comprends, sinon, c'est que ça va très, très mal. Tu vois. Donc, c'est ça qui fait que, voilà, on y a un vrai problème. Et donc, c'est pourquoi moi, je suis pour sauver notre modèle social. Mais pour ce faire, il faut moderniser notre économie. Et ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Parce que justement, les dirigeants français sont dans la fuite en avant permanente. Et on l'a bien vécu à l'époque du coronavirus. Alors, on savait qu'au début, on croyait que c'était la fin du monde. Donc là, ils ont lâché n'importe comment. Moi, j'étais contre. Déjà, je pensais qu'il fallait réorienter. Mais bon, je n'ai pas été écouté, c'est pas grave. Mais après, c'est-à-dire en 2021, par exemple, moi j'ai été à Bercy, voir Bruno Le Maire notamment, et puis d'autres économistes qui étaient là, etc. Il y a fait une grande réunion. Et moi, j'ai dit simplement, écoutez, il faut arrêter d'augmenter la dette publique, là, parce que les taux d'intérêt vont augmenter. Qu'est-ce qu'on m'a répondu ? Qu'est-ce qu'on m'a répondu les hauts fonctionnaires ? Et puis d'autres économistes également, voilà, qu'on connaît. Ah ben non, mais on s'en fiche complètement de la dette publique. C'est pas grave. On va la faire rouler. Et de toute façon, c'est la BCE qui finance avec la planche à billets, donc les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Voilà ce qu'ils m'ont sorti, les mecs. Excuse-moi l'expression, mais c'est-à-dire que, tu vois, c'est quand même incroyable. C'est un manque de discernement inadmissible. Tu comprends ? Quand tu diriges un pays comme la France, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Et surtout, regarde le résultat aujourd'hui. Tu vois, quand on dit oui, je crois que M. Macron dit oui, j'ai sauvé la France, M. Le Maire dit oui, j'ai sauvé la France, mais attendez, tu vois, ce qui compte, c'est pas à l'instant T, tu vois, on est dans le court-termisme, ce qui compte, c'est sur la durabilité. Et là, ça devient extrêmement dangereux. Donc pour te dire que, voilà, bien sûr, on a une situation aujourd'hui qui est quand même très, très compliquée. Je te rejoins sur certains points, évidemment. Et je trouve des fois qu'on perd un peu de vue aussi, effectivement, notre modèle social est tout bête, mais aux États-Unis, par exemple, ils ont très peu de retraites par l'État. Une petite anecdote, c'était un journaliste qui était ultra-libéral, tu sais, et qui était parti vivre aux États-Unis parce qu'il croyait à fond au modèle américain. Il a eu une maladie du cœur, je ne sais plus comment il s'appelle ce journaliste. Une maladie du cœur, là-bas, il a payé 250 000 euros. Pour l'opération. Il est revenu en France, évidemment. Et il a changé un petit peu d'opinion par rapport à ça. C'est vrai que c'est des choses qu'il faut qu'on défende en France. Et juste pour terminer, pareil sur l'université, l'école, je crois la petite anecdote aussi, c'était Barack Obama qui, pendant son mandat, avait encore de la dette pour payer son université. Bien sûr, mais si tu veux, tout le problème, c'est la règle du jeu. Effectivement, je ne dis pas que le modèle américain est mieux que le modèle français, bien entendu, parce que justement, moi je trouve que le modèle français, c'est le meilleur. Et quand il marche, faut le défendre, quand il marche. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fonctionne quand tu as un ascenseur social, quand tu réduis les inégalités, quand tu réduis la pauvreté. C'est le meilleur modèle, il n'y a pas de discussion, tu vois. Le problème, c'est que ça ne marche plus. Donc il faut, justement, pour éviter de tomber dans un modèle ultralibéral, américain, ce que tu veux, il faut sauver ce modèle. Encore une fois, tu as vu, je ne t'ai pas parlé des États-Unis, je t'ai parlé de l'Italie ou de l'Allemagne, etc., où là, effectivement, ils ont réussi à réformer leur économie. Tu vois. Mais nous, c'est pas ce que nous faisons. Et c'est ça qui est très dangereux. Parce que si jamais, je te prends l'exemple des retraites, ça c'est très intéressant, les retraites, parce que sur les retraites, on sait très bien que ce n'est plus financé. Et moi, d'ailleurs, je le dis aujourd'hui à tout le monde, sur ma chaîne YouTube et partout, dans mes conférences, préparez votre retraite vous-même. Parce que vous ne savez pas. Parce que c'est vrai qu'il y a un logiciel qui nous dit, oui, alors vous allez toucher tant à votre retraite. On n'en sait rien. Pour une raison simple, c'est que la retraite par répartition, comment ça marche ? C'est très simple. Nous, quand on cotise à la retraite, quand on est actif, eh bien, ce n'est pas pour payer notre retraite. C'est pour payer la retraite des actuels retraités. En espérant que quand nous, on sera à la retraite, il y aura au moins assez d'actifs pour financer notre retraite. On sait très bien que ce ne sera pas le cas. Ce n'est déjà plus le cas. Dans les années 70, début 80, il y avait encore 3,4 actifs pour un retraité. Ça passe. Là, on est à peu près à 1,4 actifs pour un retraité. Impossible. Dans la fonction publique, on est à 1 contre 1. Un actif pour un retraité. Pas besoin d'être grand mathématicien pour comprendre qu'il y a un problème. Tu vois, Houston, on a un problème. Tu vois. Donc, ça veut dire que si tu continues comme ça va exploser. On va arriver à une situation, la grecque, où on va dire les retraites moins 30%. Tu veux en arriver là ? Ben non. Donc, ça veut dire qu'il faut
laisser le choix aux Français, donc leur donner le choix de choisir sur leur retraite, et ils auront une retraite en fonction de cela. Et parallèlement, il faudra forcément faire une retraite par capitalisation. Tu n'as pas le choix. Même il faut le faire maintenant. Bien sûr, mais commencer. Comme ça n'existe pas, il faut le faire. Bon, il y a le PER, etc. Mais il faut le faire déjà pour nous-mêmes. Et encore, même là, tu vois, donc, ça, pareil, si tu as une culture économique, tu comprends ça. Tu vois, si tu n'as pas de culture économique, non, tu te dis, non, c'est pas bien, on verra bien. Voilà, donc on fait confiance à l'État, tu vois. Donc c'est ça le truc, c'est que si tu veux sauver notre modèle, voilà, il faut aujourd'hui être extrêmement prudent et moderniser notre économie. Donc c'est ce que je dis moi, tout simplement. Et c'est pour ça que je suis inquiet. Parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, quand je vais voir chez les chefs d'entreprise qui souffrent, et même les particuliers, ils doivent t'écrire. Moi, des fois, j'ai des messages, ça fait vraiment mal au cœur. C'est-à-dire, tu les vois, des personnes qui perdent leur emploi, qui n'arrivent pas à retrouver. Après 55 ans, c'est très compliqué de retrouver un emploi, etc. Ou des entreprises qui font faillite. Bon, tout ça parce qu'ils ont des tracasseries administratives ou autres. Ça fait quand même froid dans le dos. Tu vois, donc, non, moi, ce qui compte, si tu veux, c'est l'avenir de la France, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Et aujourd'hui, on est en train de le sacrifier. Il faut être clair. On est en train... Et c'est pour ça que quand on dit oui, voilà, il faudrait... aujourd'hui, le problème, c'est les retraites. Si on réduit les retraites, il faut bien se passer. Non, le problème, c'est que quand tu as cotisé à la retraite, c'est un droit, ta retraite. Et oui, c'est ça le problème. C'est un dû. C'est un dû. Ben oui, c'est un droit. C'est comme une assurance. Quand tu prends une assurance voiture. Assurance retraite. Oui, mais là, ça va, assurance retraite, assurance voiture. C'est pareil, quand tu as un accident, l'assurance, elle rembourse. Là, elle va dire, non, désolé, on n'a plus d'argent, on ne vous rembourse pas. Attends, mais j'ai cotisé pendant des années. Tu comprends ? Donc ça, c'est un gros problème sociétal également. Ouais. Et n'oublie pas aussi, parce que justement, à ma génération, il y avait généralement, les enfants vivaient mieux que leurs parents. Tu vois, il y avait cet espoir que les enfants allaient vivre mieux que leurs parents. Là, maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, c'est les grands-parents qui aident leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc si tu casses effectivement les retraités, si tu leur fais mal, évidemment, ça va être compliqué pour financer également, je dirais, l'ensemble de l'économie. Tu vois, c'est du b.a.-ba, c'est du bon sens. Mais comme tu as des dirigeants complètement hors sol, qui parfois, savent même pas, n'ont pas de famille, n'ont pas d'enfants, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais toujours est-il que... Voilà, mais quand tu dis aujourd'hui, on va taper les retraités, on va résoudre le problème du déficit public, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une réalité, alors que tu peux taper autre chose, tu peux taper les dépenses publiques, pas les dépenses sociales. Là, on peut améliorer le fonctionnement, lutter contre les fraudes fiscales notamment, les fraudes sociales surtout également. La personne n'en parle. C'est quand même plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année. Non, il ne faut pas en parler. Attendez, il faut regarder la réalité en face, tu vois. Donc, mais non, le simple fait de dire ça, oulala, non, c'est complotiste, etc. Non, c'est la réalité. Donc moi, ce que je veux, c'est sauver l'économie française. C'est tout. Voilà, c'est peut-être très présomptueux de ma part. J'aimerais en tout cas, même si ce n'est pas moi qui le fais, mais j'ai envie de dire qu'on puisse sauver l'économie française. Parce que, franchement, moi qui me balade beaucoup dans le monde, on a un pays formidable. La France, c'est un pays formidable. On est en train de le tuer. On est en train de l'étouffer. Moi, je trouve ça que c'est non-assistance à pays en danger. Tu comprends ? Tu ne peux pas aujourd'hui laisser la France comme ça partir à volo. Franchement, moi, ça me fait de la peine. Et je ne pense pas tellement à moi, parce que globalement, on peut partir à l'étranger, on peut faire ci, on peut faire ça. Je pense à la classe moyenne, voire à la classe moyenne d'en bas dont je suis issu. Je veux dire, c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on vous dit oui, les ultra-riches, etc., déjà, ils ne sont plus en France. Les ultra-riches, ils n'ont plus leur patrimoine en France. Mais par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est la classe moyenne qui s'appauvrit. C'est-à-dire la classe moyenne d'en bas, elle tombe dans la pauvreté. C'est ça qui aujourd'hui m'inquiète. Et c'est pour eux qu'on devrait sauver la France. Tu vois, sinon, là, tu as un risque social et sociétal. Je profite de cette vidéo pour vous dire que si vous souhaitez apprendre à bien investir, à préparer votre avenir financier, préparer votre retraite, prendre en main votre argent, on a créé une formation offerte dans laquelle on explique tout ça. C'est le premier lien en description. Et je rebondis juste par rapport aux retraites. C'est un sujet moi qui tient à cœur aussi, parce qu'effectivement, j'essaie de donner les outils à tout le monde pour préparer sa retraite. Et il y avait un chiffre, c'est donc seulement 2% aujourd'hui des pensions à la retraite viennent de quelqu'un qui a donc capitalisé et qui s'est créé son petit pécule. Donc seulement 2% des montants aujourd'hui viennent de là. Et c'est clair qu'il va falloir inverser cette tendance et donc apprendre soi-même à préparer sa retraite. Donc tu disais que justement, concrètement, un des dangers pour les Français, ça peut être la retraite. Quels sont les autres grands dangers que tu vois pour les épargnants, pour les Français ? Alors bon, là, malheureusement, il y a beaucoup de dangers. Justement, j'ai fait une vidéo sur ça, en disant quelles sont les perspectives, parce que le fait que les marchés boursiers sont extrêmement volatiles, c'est pas bon signe quand il y a une si forte volatilité.
c'est d'expérience que je te parle, c'est que généralement, effectivement, ça vient dire qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc, tu as énormément d'inquiétudes. Bien sûr, au niveau mondial, on a un problème géopolitique. Bon, ça, on ne maîtrise pas, ça c'est sûr. Bon, il y a Trump aussi, parce que Trump, un jour il dit blanc, un jour il dit noir. Donc, il crée la volatilité. Tu vois, j'ai vu un dessin là, sur une revue américaine. C'est amusant. Il te disait, avant, pour prévoir les marchés, il fallait faire de l'analyse fondamentale, du chartisme, du quantitativisme, etc. Enfin bref, il fallait faire des équations et autres. Maintenant, donc, c'est plus facile. De la psychologie. Non, il faut regarder ce que dit Trump. Tu vois, c'est-à-dire tu annules tout et dire voilà. Donc c'est amusant, mais ceci étant, ça montre quand même le désarroi des investisseurs. Tu vois, c'est vrai que moi je suis dans ce désarroi aussi parce que tu vois, il y a encore quelques années, il y avait quand même des corrélations entre les marchés financiers et la réalité économique. D'où mon rôle d'économiste. Moi, j'ai conseillé justement les salles de marché, et je le fais encore aujourd'hui, pendant des décennies, parce que justement, il y avait une corrélation entre l'économie et les marchés. Là, malheureusement, tu te rends compte que la corrélation, elle est de moins en moins forte, sauf quand il y a un drame. Voilà, par exemple, les droits de douane, là, on s'est rendu compte que les marchés sont chers. Là, effectivement. Mais aujourd'hui, sur les droits de douane, l'histoire n'est pas encore terminée. Mais donc, il y a beaucoup de dangers au niveau mondial. Il y a donc la géopolitique. Il y a le ralentissement de la croissance mondiale. C'est-à-dire là, on va avoir à peu près 2,5% de croissance cette année. Ce n'est pas la récession. Il faut savoir que en moyenne sur 30 ans, tu as eu 3,5% de croissance mondiale. Donc là, c'est quand même un point de moins. Donc si tu as moins de croissance, tu as moins de profit. Donc sur la bourse, ça risque un petit peu, tu vois, on a des survalorisations aujourd'hui, parce qu'on regarde justement la valorisation par rapport au profit actuel. Mais si demain les profits baissent, voire qu'il n'y a pas de profit, évidemment la valorisation elle est très élevée, donc il faut être prudent. Tu as également l'inflation qui n'a pas disparu, parce que non, ça c'est incroyable. Oui, il y a plus d'inflation. Il faut aller faire ses courses dans les magasins pour voir que l'inflation est toujours là, malheureusement. Et même elle continue, les prix continuent d'augmenter, les prix n'ont pas baissé, ne l'oublions pas. Et notamment dans l'alimentation. Là aussi un problème social. Tu te rends compte que les prix de l'alimentation, depuis 2021, ont augmenté de 24%. Et là, les 2 derniers mois, j'ai regardé les chiffres de l'INSEE, 1,5% de hausse en 4 mois. C'est énorme. Alors qu'on nous avait dit que ça allait baisser, tu te souviens ? Alors c'est une arnaque. Enfin, pourquoi on fait cette arnaque ? Parce que justement, les Français, ils sont un peu dupes parfois, ils n'ont pas cette culture économique. On revient sur la culture économique. Donc, ça, c'est aussi un autre danger. L'inflation, parce que si tu as l'inflation qui reste élevée, les banques centrales, elles ne pourront pas baisser leur taux d'intérêt. Je pense que la BCE, elle a fait l'essentiel de la baisse des taux. La Fed, elle peut-être baissé 2 fois, mais ça sera plus compliqué. Donc, tu vois, ça, c'est également un autre danger. Après, tu as le danger, pour moi, le principal danger aujourd'hui, ce sont les taux d'intérêt. Taux d'intérêt des obligations d'État. Et en amont de cela, le principal danger, c'est ce qui va se passer en France et dans la zone euro. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on dit, la France va mal, etc. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les agences de notation, dans leurs 2 derniers rapports, que ce soit Fitch et Moody's, elles ont dit qu'elles auraient dû dégrader la note de la France, mais qu'elles ne l'ont pas fait. Fitch, elle dit donc simplement, il faut lire le communiqué, il est sur Internet, incroyable. Elle dit, en fait, notre modèle de notation, ça fait 2 fois consécutivement, qui donne une dégradation de la note de la France à simple A. On est double A-. Donc leur modèle leur dit qu'il faut dégrader. Ça fait 2 fois de suite. Mais ils te disent, parce qu'on fait confiance à la France, on ne dégrade pas. C'est énorme. On sait qu'ils ne font pas leur boulot. Moi, j'ai connu la crise des subprimes. Je me rappellerai très bien qu'avant que ça n'explose, les dettes, les produits basés sur les subprimes étaient notés triple A à l'époque. C'est-à-dire la meilleure note possible. Bref. Donc, on sait que ce n'est pas des modèles de crédibilité, mais quand même. Et alors la Moody's a fait encore plus fort, ce dernier rapport sur la France. Il va dire, je ne peux pas donner une note à la France. J'ai jamais vu ça. C'est énorme quand même. C'est-à-dire que c'est passé un peu inaperçu parce que encore une fois, un problème de culture économique, mais c'est énorme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, elle se dit, normalement j'aurais dû dégrader, mais je ne le fais pas parce que sinon ça aura des répercussions énormes. Donc on ne veut pas avoir la responsabilité de cela, mais ils doivent faire leur boulot. Donc pour l'instant, on tient grâce à ça. Mais un jour, ça va arriver, notamment sur le budget 2026, parce que là, tu vois, tu as vu Bayrou dernièrement, il a dit oui, je veux faire un référendum. Même M. Macron a dit faire un référendum. OK, mais sur quoi ? Le référendum, oui, il faut baisser le déficit public. Oui, mais comment ? Tu vois, on gagne du temps. Mais si on n'arrive pas à faire passer le budget 2026, et déjà en 2025, on aura plus de déficit que ce qui était annoncé, là, je pense que même les agences de notation qui sont de connivence seront obligées de dégrader. Et donc, si ça dégrade, taux d'intérêt qui monte. Et donc là, taux d'intérêt des obligations d'État, donc tu peux monter à 4-5%. Et là, évidemment, tu as une crise européenne, crise de la zone euro. Une crise grecque, mais à l'échelle de la France. Donc c'est, tu vois, puissance 10, voire même plus. Et donc après, derrière, ça peut être le big one, comme on dit. Ça peut être le big one. C'est-à-dire le fait que là, les investisseurs vont se dire, non, on ne tient plus, quoi. Plus personne ne tient, comme après la faillite de Lehman Brothers. Plus personne ne tient la barque. Tu vois. Et c'est ça, pour moi, c'est le grand danger
que ce soit pour l'économie française, bien sûr, donc pour les Français, et derrière, pour les marchés boursiers au sens large. Moi, si tu veux, j'ai connu de l'intérieur la crise grecque, parce que j'avais pas mal de clients en Grèce à l'époque, et j'ai vu vraiment, c'est quoi une crise? Parce qu'en fait, en France, franchement, on n'a jamais eu de crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas eu de crise en France. Bon, il y a des petites crises, voilà, et 2009, il y a eu les chocs pétroliers, etc. Mais quand tu vois que le PIB grec a chuté de 30% en 3 ans, hors inflation, 30%, et qu'aujourd'hui encore, nous parlons, on est en 2025, parce que depuis, tu as eu un rebond quand même, mais le PIB grec, il est encore à peu près 10% inférieur au niveau de 2008, tu te rends compte, c'est horrible. Et tu vois effectivement des magasins qui ferment, tu vois des personnes qui sont dans la rue, etc. Donc on baisse leur salaire, on supprime, on baisse leur retraite. C'est horrible. Je veux pas que ça arrive à la France, tu vois ce que je veux dire, ça ferait de la peine. Mais là, on y va tout droit. Si on ne fait rien, ça va malheureusement se produire. Et quand je vois aujourd'hui, si tu veux, c'est vraiment l'orchestre qui joue de la musique alors que le Titanic est en train de couler, si tu veux. C'est incroyable. On nous dit « Ah non, mais attendez, on va peut-être faire des référendums sur ci, sur ça. » Mais attendez, le bateau, il est en train de couler. Qu'est-ce que tu vas faire des référendums? Il faut aller, il faut y aller. Donc, c'est quoi la solution? C'est vrai qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Bon, donc, ils sont bloqués, ils ne peuvent rien faire. La France est bloquée, hein. Faut arrêter, il faut regarder la réalité. La France est bloquée. Quand tu vois les débats à l'Assemblée nationale, ça fait froid dans le dos. Bref. Donc, il y aura des élections, je pense, législatives au second semestre. Et là, on va voir ce qui va se passer. Parce que si c'est la même réédition de ce qui se passe aujourd'hui, à l'absence de majorité, etc., pas de programme économique, qu'est-ce qui va se passer après? Peut-être Macron va démissionner, on ne sait pas. Tu vois, donc, tu as énormément quand même d'incertitudes sur la France, sur le second semestre 2025. Puis là, il n'y a pas les Jeux Olympiques. C'est ce que je veux dire. Donc, alors peut-être le PSG va gagner, je ne sais pas quand ils ont passé la vidéo, mais peut-être qu'il va gagner la Coupe d'Europe, mais c'est pas ça. Tout le monde n'aime pas le PSG en France, faut pas se leurrer. Mais globalement, c'est pas ça qui va sauver l'économie française. Tu vois, donc, parce que là, l'année dernière, il y a eu les Jeux Olympiques, ça a un petit peu calmé le jeu. Là, il n'y a pas de Jeux Olympiques cette année. Donc là, tu vas vraiment. Ça va être frontal. Et quand tu vois ces faillites d'entreprise, ce chômage qui augmente, je me dis, et toi, le président, le Premier ministre, il parle de référendum, tu dis, attendez, c'est ça qui m'inquiète. Les dirigeants français sont complètement hors sol. Ils ne sont pas dans la vraie vie. Regarde dernièrement ce qu'a dit le ministre de l'économie. Il a dit qu'en fait, il fallait réduire la rentabilité des entreprises françaises, notamment pour l'écologie, etc. Bon, déjà, encore une fois, on oppose économie et écologie, ce qui est une erreur, mais on a des faillites records d'entreprises. Et lui, tu dis qu'il y a trop de rentabilité en France, dans les entreprises. Ce n'est pas sérieux, tu vois, je le redis, mais c'est vrai que c'est... Voilà. Donc, je sais pas quoi te dire. Moi, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'hommes ou de femmes providentielles, parce que je vois ceux qui sont là, personne vraiment n'ose dire les choses et dire voilà ce qu'on va faire. Quelqu'un qui a le potentiel d'accéder au pouvoir, hein, pour l'instant. Peut-être ça va changer. Je ne sais pas. Peut-être ça va changer. Ce qui est dramatique, c'est comme sur les marchés. Ce qui est dramatique, c'est l'incertitude. Parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, à la rigueur, je préfère qu'on me dise, demain, ça sera l'URSS, à la rigueur. Là, on sait ce qu'il faut faire. Il faut quitter la France. Ou alors l'inverse, espérons-le d'ailleurs. Hein, on va vraiment réformer la France. Au moins, mais il faut qu'on puisse savoir où nous allons. Là, on ne sait pas où nous allons. Donc, c'est très embêtant, c'est très inquiétant pour les entreprises, pour leurs investissements, pour les marchés également, même s'ils sont un petit peu toujours aveuglés. Mais globalement, c'est ça qui est très dangereux. Il y avait une étude qui était sortie de ton cabinet, donc à CDFI, que j'avais trouvé assez intéressante. T'estimais la perte d'un ménage en France en moyenne en 2023 à cause de l'inflation, des frais bancaires, du manque de rémunération finalement de leur épargne, à 10 000 € sur l'année. C'est énorme. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de cette étude? Et aussi, qu'est-ce qu'un Français peut faire concrètement? Alors, le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, entre l'inflation a explosé. Je parle de l'alimentation tout à l'heure, 24%, 17%. Donc ça, c'est une perte nette. Et puis c'est acquis, c'est-à-dire que une fois que les prix ont augmenté... si ton épargne n'a pas été sur des produits, on va dire, dynamiques, tu as tout perdu. Même si le livret A a un petit peu augmenté, mais pas à l'aune de l'inflation, comme tu le sais. Donc ça veut dire, tu rajoutes les impôts, tu rajoutes les frais bancaires, tu perds de l'argent. C'est-à-dire, aujourd'hui, malheureusement, quand tu ne fais rien, tu perds forcément de l'argent. Je crois en 2023, net d'inflation, le livret A n'avait pas rapporté en fait, moins 1,8. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais non, mais il n'y a pas que ça comme problème. C'est que aujourd'hui, si tu veux, quand tu vois tous les frais qu'on nous prend en permanence, notamment au niveau des banques, pourquoi faire ensuite? Alors après, attention, c'est toujours la règle que j'annonce. Le couple rendement-risque, c'est la règle de base de l'économie ou de la finance. Hein. Plus le rendement augmente,
plus le risque augmente. C'est-à-dire qu'il faut, ça je pense que tu le dis souvent, c'est-à-dire que, évidemment, si on a des placements plus risqués, avec une meilleure rentabilité, il y a un risque qui est là. D'où l'important d'investir sur du long terme. Donc moi j'ai fait également une étude qui montre ça sur le long terme, justement, quels sont les meilleurs placements depuis les années 90 ou 2000. Même si tu investis en haut des bulles, ça reste quand même les marchés boursiers avec les dividendes réinvestis, l'or également, numéro 2, et ça dépend des périodes, mais des fois il est numéro 1, et l'immobilier. Alors ça me disait, et le Bitcoin? Ah oui, mais le Bitcoin n'existait pas en 90 ni en 2000, donc c'est compliqué de faire des comparatifs sur longue période. On verra dans 20 ans, on pourra comparer. Mais c'est vrai que là aussi, rendement très élevé sur les crypto-monnaies, risque aussi très élevé. C'est-à-dire que si tu as acheté au mauvais moment, tu peux perdre ta chemise, tu vois. Donc après, il faut parce qu'on dit tout le temps, on prend le plus bas et on compare au plus haut. Oui, mais il faut avoir acheté au plus bas, tu vois. Donc et vendu au plus haut. Et vendu au plus haut. Donc souvent, c'est compliqué. Mais c'est sûr que, on le voit bien, on a sur l'investissement de long terme, oui, il faut avoir cette dynamique de long terme. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, cette épargne, si tu veux, tu as 2 épargnes. Tu as effectivement l'investissement un petit peu du spiel, comme on dit, de la spéculation, ça veut dire l'investissement très dynamique, les montagnes russes. Donc là, on peut s'amuser, mais c'est dangereux. Tu vois, très dangereux même. Voilà. À la rigueur, il faut être très jeune pour le faire. Comme ça, moi, j'ai connu beaucoup de traders, etc. Mais moi, je travaillais à la banque, je le faisais pas. Pourquoi ? Parce que j'avais une charte déontologique qui m'empêchait, qui m'interdisait d'investir, tu vois, sur les marchés actions en direct. Parce que comme des fois, j'avais des informations, moi, j'étais tranquille, tu vois. Donc j'ai gardé ce réflexe. Interdire le délit d'initié. Voilà, exactement. Donc, investir sur le long terme. C'est vrai que des fois, on va rater des opportunités, c'est sûr. Mais sur le long terme, on aura au moins, effectivement, cet actif et cette rentabilité. Donc, effectivement, sachant qu'en plus, comme l'inflation est là, tu perdras un petit peu moins. Et après, moi, je l'ai toujours, faire jouer la concurrence entre les banques, entre les différentes plateformes, pour voir qui prend le plus de frais, etc. Est-ce qu'ils sont flexibles ou pas ? Voilà, tout simplement. Et c'est pourquoi ta société également marche bien, parce que là, les Français ont besoin d'être orientés, d'être aidés, tu vois. Donc moi, je l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps, parce que moi, je conseille plus les entreprises, mais c'est vrai que j'ai tellement de demandes que, bon, peut-être un jour, je serai ton concurrent, non, je rigole, mais c'est ce que je veux dire, mais voilà, je pense qu'il faut aujourd'hui, il faut avoir cette vision de long terme. C'est ça qui est extrêmement important. Un placement que les Français adorent, l'immobilier, la pierre, le tangible. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Et aussi, niveau aussi de l'augmentation des taux, on a vu un financement pour tous ceux qui voulaient investir en immobilier, ça pouvait être très délicat encore aujourd'hui. Les taux sont pas encore revenus à ce qu'ils étaient. Et ils ne reviendront pas. D'ailleurs. Ils reviendront pas d'ailleurs. En tout cas, on est sur une baisse. On est plutôt sur une tendance baissière des taux. On verra jusqu'où ils baisseront. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que l'immobilier devient de plus en plus inaccessible pour la plupart des gens, avec des prix qui ont très peu chuté finalement, quand on regarde, et un financement de l'autre côté qui a explosé. Enfin, en tout cas, le coût d'un crédit a explosé. Alors oui, tout à fait. Alors moi, très simplement, c'est vrai que moi, l'immobilier, donc comme tu l'as dit, ça fait 30 ans que je fais ce métier, donc alors, des fois, on me dit, oui, ça fait 20 ans que vous dites qu'il y a des bulles. Bon, oui, mais il y a eu des bulles. Et elles se sont dégonflées. On l'a vécu, effectivement, pour les plus anciens, effectivement, dans les années 80, 91, 98. Là, on a eu un effondrement du marché immobilier. Et là, il fallait en profiter, évidemment. Surtout en 98. Puis après, ça a pu redémarrer. Après, tu as eu la bulle 2007. Hop, ça s'est dégonflé en 2008-2010. Et après, la bulle s'est regonflée. Et là, c'est vrai qu'avec le Covid, donc avec les taux à zéro, les taux extrêmement bas, la bulle a été réactivée. Et donc, les prix ont encore flambé. Alors maintenant, ça commence à baisser. Ça fait 2-3 ans que ça commence à baisser. Il y a des baisses quand même costaudes. Ça dépend des villes, ouais, ça dépend des villes. Mais quand tu regardes par rapport au plus haut, quand tu prends des villes comme Lyon, par exemple, tu es quand même à moins 21% par rapport au plus haut. Même Paris, tu es à moins 14% par rapport au plus haut. En moyenne, évidemment. Donc, tout ça veut dire que ça a quand même baissé. Mais je suis d'accord avec toi, ça reste encore cher. Et notamment pour les primo-accédants, pour les jeunes notamment. Et c'est en cela que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand je dis qu'il y a une bulle et qu'il faut que les prix baissent, c'est pas négatif. C'est quoi une bulle ? C'est quand les prix vont trop loin par rapport à la réalité économique. Et donc, le dégonflement de la bulle, ça veut dire que les prix se reconnectent à la réalité économique. Donc, c'est pas un mal, au contraire, c'est un bien. Puisque si les prix de l'immobilier se reconnectent à la réalité économique, donc baissent encore un petit peu, à ce moment-là, ça pourra repartir. L'immobilier, c'est cyclique. Moi, je montre des graphiques sur ma chaîne. On le voit très bien. L'immobilier, c'est extrêmement cyclique. Donc là aussi, je n'ai pas d'inquiétude sur le long terme. Ça reste un très bon placement. Par contre, là, c'est vrai que la bulle s'est dégonflée. Mais je pense qu'elle ne s'est pas complètement dégonflée. Et alors, le problème, c'est le danger que j'évoquais tout à l'heure sur les taux d'intérêt. Parce que là, ils ont un petit peu baissé, notamment grâce aux taux monétaires, aux taux courts qui ont baissé, la BCE. Par contre, les taux longs, ils restent élevés. On est à 3,30, au moment où on parle, on est à 3,35 sur le taux 10 ans français. Et je pense que si jamais tu as un clash, notamment que la notation,
taux d'intérêt peuvent monter à 4%, 4,5%, voire 5% sur le taux de 10 ans français. Tu vois, donc là, évidemment, tes taux immobiliers, ils vont avoir une répercussion. Tu vois, donc le secteur va être compliqué. A fortiori, si tu as le chômage qui augmente. Parce que pour acheter de l'immobilier, il faut avoir un emploi relativement stable. Et alors en plus, ça c'est un chiffre moi, que j'ai évoqué la semaine dernière dans mes vidéos, et qui est passé complètement inaperçu. Incroyable. C'est qu'au mois de mars 2025, pour la première fois dans l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, si tu veux, qu'on a des statistiques fiables, le taux de natalité en France est passé sous le taux de mortalité. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que tu as 9,2 naissances pour 1000 habitants, 9,4 décès pour 1000 habitants. Donc la mortalité a un petit peu augmenté, mais ce n'est pas énorme. Mais surtout, c'est la natalité qui s'est effondrée. Tu comprends, on était à 15 pour 1000 habitants il y a encore quelques années. Tu vois, ça fait froid dans le dos, parce que qui va acheter demain si tu as moins de bébés, si tu as moins d'enfants, tant que tu as des familles plus petites. Alors même s'il y a plus de divorces, tout ce que tu veux, mais c'est quand même problématique. Tu comprends? Donc sur l'immobilier, même là, tu vois, moi j'avais tendance à dire ça va bien redémarrer fin 2025-2026. Là, je le décale un petit peu. Ce sera plutôt fin 2026, voire 2027. Et ça va dépendre évidemment de ce qu'on va faire d'un point de vue politique, là aussi. Alors, il y a un autre problème aussi sur l'immobilier franco-français, c'est l'imposition. Parce que tout à l'heure, tu disais on a baissé les impôts. Oui, en fait, on l'a baissé dans certains domaines. Mais quand tu regardes d'un point de vue macroéconomique, les impôts n'ont pas baissé. Les impôts ont continué d'augmenter par rapport au PIB. Bon, à part pendant la période de la Covid, etc. Mais sinon, effectivement, ça continue d'augmenter. Et donc, notamment sur l'immobilier. Tu vois, on a supprimé l'ISF, entre guillemets, mais on a maintenu l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, les propriétaires payent plein pot. La taxe foncière qui a explosé. Tu vois, la taxe d'habitation, on voulait la remettre. Là. Enfin, certains voulaient la remettre il y a quelques semaines. La taxe foncière, c'était hallucinant. Les taxe foncière, donc tu vois, c'est ça, il faut retraiter également. Parce qu'on me dit, oui, il faut retraiter les gains, l'immobilier, avec les loyers. D'accord? Mais à ce moment-là, il faut également mettre les charges que tu payes à la charge du propriétaire. Puis il faut également mettre les impôts que tu payes. Tu vois? Donc là, quand tu enlèves tout ça, oulala, ça fait mal. Tu vois? Et par contre, ce qui est sûr, et ça, je le dis, parfois c'est mal vu, je ne sais pas pourquoi. Moi, je dis aujourd'hui aux jeunes, je leur donne un conseil. Bon, faites ce que vous voulez, bien sûr, mais ce qui est important, c'est, si on peut, bien sûr, c'est d'acheter sa résidence principale. Parce que justement, en France, c'est le seul bien qui est défiscalisé. On paye quand même la CSG, mais on ne paye pas sinon sur la plus-value, c'est déjà pas mal. Il y aura toujours la taxe foncière. La taxe foncière, ah bah oui, non, mais il ne faut pas rêver non plus. Mais bon, mais c'est-à-dire à la revente, il y a l'exonération sur la plus-value. Plus-value, bon, c'est énorme. Pour la résidence principale. Et surtout, la résidence principale, si tu veux, c'est une protection contre les affres de la vie, comme je dis souvent. C'est qu'il y a des enquêtes de l'INSEE qui le montrent, qui sont assez effroyables, qui te montrent qu'en fait, quand tu arrives à la retraite, ton salaire, parfois, est divisé par 2, voire plus, enfin ton revenu. Oui, le taux de remplacement. Voilà. Et donc, à partir de là, malheureusement, beaucoup tombent dans la pauvreté. Et 90% des personnes qui tombent dans la pauvreté, ce sont celles qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale. Si tu es propriétaire de ta résidence principale, quand tu vas à la retraite, tu as une protection, tu n'as pas ton loyer à payer, pour faire simple. Et donc, à ce moment-là, tu as moins de difficultés pour maintenir ton niveau de vie. Donc ça, tu vois, alors, c'est vrai, quand on est jeune, on n'y pense pas. Mais quand même, c'est important. Et c'est un investissement, justement, et en plus, c'est un bien dans lequel on vit. Donc ça, je pense qu'il faut garder cet état d'esprit. Quand tu vois, par exemple, les chiffres de la construction en France, c'est une catastrophe. Où est-ce qu'il y a plus de défaillances d'entreprise dans la construction? Où est-ce que ça augmente le plus dans la promotion immobilière? Défaillance d'entreprise. Tu comprends? Imagine-toi que l'investissement logement des ménages, chiffre de l'INSEE, a enregistré 15 trimestres consécutifs de baisse. Je n'ai jamais vu. Moins 18%, quasiment moins 19% de baisse de l'investissement logement. Tu imagines, le secteur, il est en plein marasme. Et, comme je l'ai dit, ça date depuis 15 trimestres. Donc, les pouvoirs publics, ils auraient pu dire, on va peut-être essayer de les aider. Pas du tout. Et malgré la baisse de taux d'intérêt, ça continue. Donc c'est un secteur vraiment, je dirais, qui aujourd'hui souffre énormément. Donc voilà, oui, l'immobilier sur le long terme, mais là, à court terme, ça va être encore, je pense que la baisse n'est pas terminée. Pour donner un petit peu aussi les bases de l'économie, finalement, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as quelques principes de base peut-être à faire connaître aux gens? Également, est-ce que tu as des mythes peut-être sur l'économie à démonter? Alors, les principes de base, j'en ai évoqué un tout à l'heure, c'est plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Donc, si on raisonne comme ça dans sa vie, je pense qu'on n'aura pas trop de surprises. Mais c'est vrai que l'être humain est ainsi fait qu'il veut toujours changer cette règle. Moi, ça m'arrive tous les jours. On me dit, j'ai un peu d'épargne, vous savez ce que je pourrais placer, avoir un fort rendement, mais sans risque. Ben, ça n'existe pas. Je pense que tu dois avoir les mêmes questions. Voilà, il faut juste parfois des promesses illusoires. Voilà.
Ou alors c'est un délit d'initié, et là c'est du pénal, donc non, faire attention. Hein, donc, tu vois, donc non, ça c'est la règle de base. La règle de base, oui, si on vous propose par exemple 10% par an, capital garanti, qu'on peut retirer à tout moment, ça n'existe pas, c'est une fraude. C'est du Madoff. Et moi, si tu veux, alors je l'ai vécu ça également à l'époque justement avant la crise des subprimes, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait laisser croire. Tout, effectivement, les mathématiciens, etc., les ingénieurs qui ont fait ces produits financiers basés sur les subprimes. Donc, ils vous disaient, c'était des SICAV monétaires dynamiques. Tu vois, rien que le nom, il y a un problème. C'est-à-dire, SICAV monétaire, c'est sans risque, dynamique, à rendement élevé. D'où vient le rendement ? Il y a un risque qui était dans les subprimes et qu'on avait, là aussi, empackagé, qu'on avait masqué au travers de modèles économiques extrêmement puissants. Moi, je me rappelle, j'avais posé la question à une agence de notation. On ne va pas donner le nom pour ne pas lui faire de peine, mais de toute façon, elles avaient toutes fait les mêmes erreurs. Et j'avais un des dirigeants qui était là. Je dis, je vais lui poser la question. C'était off. Et je lui dis, comment vous avez pu vous faire avoir quand même ? Vous notiez triple A, des dettes subprimes, quoi. C'est quand même incroyable. Puis pour tout vous dire, on avait des notices explicatives, des dictionnaires, c'est-à-dire des modèles mathématiques, des équations, etc. Bon, il y a eu un abus, on a fait confiance, quoi. Incroyable. Tu te rends compte ? Comme quoi, hein, on va faire attention. Mais bon, toujours dit que ça, c'est... Voilà, si tu raisonnes comme ça, tu n'auras pas trop de surprises dans ta vie. Donc ça, c'est, je pense, le principe de base, mais qu'on a envie d'oublier. Parce que tout le monde a envie d'oublier. On dit, mais c'est pas grave, ça va, on est sûr de gagner. Bon, vous savez, quand tu vois, par exemple, le Bitcoin, les gens, des fois, se moquent de moi. Oui, vous voyez, regardez, ça monte, c'est formidable. Moi, on m'a proposé du Bitcoin quand ça valait $1. Mais je n'y ai pas cru parce que je me dis, bon, on va légiférer, les organismes vont légiférer. Et puis non, finalement, ils ont laissé faire. Mais sinon, l'idée, à la base, c'était incroyable. Mais moi, pourquoi je n'y ai pas cru ? Parce que je étais sûr que les autorités publiques allaient dire stop. Et non, elles ont laissé faire. Donc, évidemment, si tu laisses faire, c'est formidable, tu vois. Mais est-ce qu'un jour, ils vont pas dire stop ? On ne sait pas. Tu vois, alors, par exemple, si on dit Trump, oui, il est pro-Bitcoin, il est pro-crypto-monnaie, on ne sait pas. Moi, je dis toujours, ce sont les guerriers qui font la paix et les pacifistes qui font la guerre. Faire attention des fois quand quelqu'un dit moi je suis pro-ci, pro-là, puis finalement il fait l'inverse parce que il y a aussi la réelle politique qui arrive. Bref. Donc voilà, ça la règle de base. Donc faut pas être trop gourmand. Ça m'agace des fois. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais des fois j'ai des personnes qui ont des portefeuilles très élevés, qui sont un peu pingres, quoi. Tu vois, laissez-vous aller. Donc ça c'est ma deuxième leçon, c'est le carpe diem. Franchement, il faut profiter de la vie. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Tu vois, et c'est vrai que ça, c'est très important. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, bien sûr. Hein, je ne dis pas de faire, mais tout bien, tout honneur, bien entendu. Mais c'est vrai qu'il faut profiter de l'instant présent. Quand on a un petit peu d'épargne, ça, c'est mon côté cité HLM. Si tu veux. Moi, j'ai vu mes parents. Mon père, il n'avait pas un rond, le pauvre chéri. Il voulait bien vivre. Il faisait tout pour gâter ses enfants comme il pouvait, etc. Et ça m'est resté, si tu veux. Et d'ailleurs, je le remercie. Il n'est plus à la maison, mais je le remercie. Et c'est vrai que ça, c'est très important. C'est-à-dire d'avoir cette vision du monde où tu te dis, bon, on vient bien sûr investir pour notre retraite, etc. Mais il ne faut pas trop... faut se lâcher un peu. Il faut profiter un petit peu quand tu vois tout ce qui se passe, tous les drames qui se produisent au quotidien. Il faut profiter. Et ça, on n'en parle pas assez. Mais tu sais, l'économie, c'est aussi beaucoup de sociologie également, beaucoup de social. Tu comprends ? Donc c'est ça. C'est-à-dire que c'est quoi la base de l'économie ? C'est la confiance. Pareil sur les marchés. La base des marchés, c'est la confiance. Tu comprends ? Comment tu crées la confiance ? C'est quand finalement tu as un peu de plaisir. Tu vois ? Donc par exemple aujourd'hui, moi je dis pour relancer l'économie française, il faut relancer la confiance. Comment tu fais pour relancer la confiance ? Tu baisses les impôts. Tu donnes du pouvoir d'achat, tu dis voilà, écoutez, la puissance publique va faire un effort pour vous. On ne va pas vous demander de faire des efforts, c'est nous qui allons faire des efforts, nous la puissance publique, et vous on va vous baisser vos impôts. Voilà. Là tu redonnes la joie de vivre. Tu comprends ? Non mais c'est vrai. Regarde tout ce qui s'est passé, tous les pays, regarde nos voisins, le Portugal, l'Italie, etc. Ils baissent leurs impôts pour relancer justement la confiance, relancer la machine, et ça marche. Donc ça marchait partout. Donc il n'y a que nous, on ne comprend pas, et on veut continuer d'augmenter les impôts. Évidemment, les gens se sentent asphyxiés. Il faut être honnête, aujourd'hui, on est complètement comprimés, et donc ça, c'est extrêmement dangereux. Voilà. Donc ça, alors après, il y a des règles de base également, l'offre et la demande. Tu vois, sur l'inflation, ça m'amusait quand il y avait la planche à billets, tu te souviens, donc 2021, après on a continué jusqu'en 2022. Moi, j'avais dit, attendez, il faut arrêter les bêtises, vous allez faire de l'inflation. Mais non, l'inflation, elle est morte, c'est fini, il n'y aura plus jamais d'inflation. Évidemment, c'est une règle de base de l'économie. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as créé de la planche à billets, donc tu as créé de la monnaie ex nihilo à partir de rien, sans contrepartie de la masse monétaire. Tu as distribué n'importe comment. Donc tu as créé une demande artificielle alors qu'il n'y avait pas d'offre. Demande supérieure à l'offre, les prix explosent. Et inversement, le risque maintenant, c'est la déflation, c'est-à-dire que la demande va s'effondrer et l'offre va être supérieure à la demande, les prix vont baisser. Tu vois, bon, voilà, règle de base. L'économie, je dis souvent, c'est une science humaine. C'est-à-dire c'est une science qui évolue avec le temps.
C'est ça qui est beau d'ailleurs, c'est ça qui me plaît, parce que ce qui était vrai il y a 10 ans n'est pas forcément aujourd'hui. Donc ça bouge, tu dois constamment adapter tes connaissances, tes compétences. Mais par contre, il y a des règles qui ne changent pas. Par exemple, la règle de impression monétaire, trop d'impression monétaire, trop d'offres crée de l'inflation. C'est une règle qui est contestée. Pas mal de gens aussi se disent est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas aussi la guerre en Ukraine, juste avant aussi l'inflation due au Covid et aux problèmes de chaînes logistiques, etc. Non, alors c'est vrai que le problème ou l'avantage, c'est qu'aujourd'hui le monde est ouvert. Oui. Tu vois, c'était avant effectivement en économie fermée ou très peu ouverte. Là, c'était automatique, c'était immédiat. Tu crées trop de demandes par rapport à l'offre, tac. On ne va pas parler de l'hyperinflation en Allemagne dans les années 20, mais là, c'est exactement ça. Tac, tu crées effectivement automatiquement cette inflation. Aujourd'hui, comme le monde est ouvert, ça se voit moins. Mais, in fine, ça arrive quand même. Et par contre, tu l'as bien dit, ça m'amusait quand on dit, oui, alors l'inflation vient de la guerre en Ukraine. Mais non, attendez, il faut regarder les chiffres. L'inflation, elle a commencé en 2021. Il n'y avait pas la guerre en Ukraine en 2021. Et après, ça a été la même chose. C'est pas la guerre en Ukraine qui a fait l'inflation, c'est le fait qu'après, tu as fait le boycott effectivement, du pétrole russe, des produits russes, etc. Oui, évidemment, les Donc, conséquences après. Pareil, l'offre et la demande. C'est-à-dire que tu peux courir ce que tu veux, c'est la règle de base. Tu reviens sur l'offre et la demande. Tu vois. Et aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est intéressant parce que tu vois que comme malheureusement, tu as un pouvoir d'achat très faible, notamment chez nous, enfin en France, tu achètes des produits pas chers. Et d'où viennent ces produits, malheureusement ? De Chine. Tu comprends ? Et ce qui fait que là, la Chine, elle est en train de battre des records historiques d'excédents commerciaux. Alors, c'est vrai que beaucoup ont anticipé justement les droits de douane. On dit, bon, on va acheter. Mais là, on a les chiffres du mois d'avril et on continue de battre des records en termes d'excédents commerciaux de la Chine. On est à 1106 milliards de dollars d'excédents commerciaux sur 12 mois de la Chine. Et dans le même temps, tu as 1107 milliards de dollars de déficit aux États-Unis. C'est intéressant. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on te dit, alors, si il y a les droits de douane avec les États-Unis, que vont faire les Chinois ? Ils ont commencé, ils vont davantage diffuser leurs produits chez nous. Parce que là, il est toujours en écart de prix. N'oublions pas que les Chinois, ils ont un avantage comparatif. Globalement, le yuan, il est à peu près à 7,20 yuan pour $1, alors que le niveau d'équilibre, c'est 3,50. Du simple au double. Donc tu as une sous-évaluation structurelle voulue par les Chinois, qui contrôlent, ils ont le contrôle d'échange. Donc c'est ça qui est quand même... Et nous, on ne dit rien. On laisse faire. Tu vois, il y a un peu Trump qui a commencé à parler, mais après, il s'est rendu compte que c'était dangereux pour lui, donc il s'est calmé. Mais tu vois, ça, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font ? Ils baissent les prix. Ils vendent à perte. Donc c'est vrai que là, tu n'es pas dans un monde normal. Tu ne peux pas vendre à perte. D'ailleurs, c'est interdit. Mais comme la Chine n'a pas justement cette règle, donc c'est ce qui permet justement d'avoir des prix qui baissent, entre guillemets. Et comme nous, ça va mal chez nous, voilà, on veut acheter effectivement des produits chinois. Donc ça, c'est incroyable. Tu vois, donc, alors on dit oui, il faut du patriotisme, il faut acheter français, etc. Mais oui, mais quand tu n'as pas les moyens, alors quoi, tu vas pas manger ? Comment tu vas pas vêtir tes enfants ? C'est des réflexions de bobo, si tu veux. Non, mais attends, il faut acheter français, c'est un peu plus cher, mais c'est pas grave. Oui, mais quand tu n'as pas les moyens. Donc, il faut raisonner en amont. Et si tu as plus de pouvoir d'achat, si tu augmentes les salaires nets, en baissant notamment les charges, alors là, tu as les moyens d'acheter français. Tu comprends ? Alors, je ne dis pas qu'il faut acheter chinois, attention, je n'ai pas dit ça. Il faut faire le maximum pour, effectivement, acheter des produits qu'on maîtrise, qu'on contrôle, parce que là-bas, il n'y a pas tellement de contrôle. Mais c'est là où, effectivement, les autorités européennes, elles doivent dire stop. On doit mettre des barrières, pas seulement tarifaires, des barrières également en termes de qualité, etc., de respect des normes, est-ce que tu veux. Mais sinon, ça va continuer. Tu vois, donc c'est ce que j'appelle le mourir guéri. C'est-à-dire, nous, effectivement, on adore les règles, on respecte les règles, on respecte tout, mais on est mort. Alors, ça ne sert à rien. Mais pourquoi on nous met tant de règles ? Alors, des règles qu'on ne demande pas aux étrangers, enfin, c'est ça le plus hallucinant. Aux exportateurs qui viennent vers chez nous, de respecter. C'est un problème. Pareil, regarde, quand tu parles des États, on parlait des impôts. Quand tu veux attirer un investisseur étranger, tu dis viens investir en France, qu'est-ce que tu lui dis ? Pendant 5 ans, tu ne payes pas d'impôts. Donc, il vient. Alors après 5 ans, ce qui reste, on ne sait pas. Il y a des pays d'ailleurs qui ont des défiscalisations à vie, donc, notamment le Qatar par exemple. Donc pourquoi ça ? Tu comprends ? C'est bizarre. Tu vois ? Mais donc ça veut dire qu'on est conscient qu'il y a trop d'impôts en France. Parce que pour attirer les étrangers, on dit on baisse les impôts. Pourquoi on ne fait pas ça pour les Français qui sont là, qui souffrent au quotidien ? Voilà, tu vois, donc l'économie, c'est ça qui est très important, c'est du bon sens. Donc pour moi, c'est ça la clé, c'est ce bon sens qu'on doit toujours mettre en avant. C'est la signature de ce podcast, c'est le secret d'investisseur. Donc je ne sais pas si tu as, pour finir, un secret ou en tout cas un conseil pour les gens pour
bien gérer leur argent, investir, ou quelque chose qu'il faut garder en tête en tout cas? Non, bon, je reviens encore sur la règle, effectivement, le couple rendement risque, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais surtout, j'ai envie de dire, il ne faut jamais perdre de vue pourquoi on investit. C'est-à-dire, l'argent, c'est un moyen. C'est pas une fin en soi. Tu vois, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que, comme on dit, tu n'emportes pas ton argent au cimetière. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et ça, c'est vrai que quand on est dans le... Moi, ça fait 30 ans que je vois tous ces investisseurs, etc. J'en ai connu, même des particuliers, etc. Voilà. Alors... Bon, c'est vrai qu'on peut laisser à ses enfants, bien entendu, c'est important également. Hein. Mais voilà, il faut avoir cette vision, savoir à quoi ça sert. Par exemple, aujourd'hui, j'épargne, je vais te dire, pas sûr pour mes enfants, mes petits-enfants, mais pour ma retraite. Parce que je ne suis pas sûr qu'on aura une retraite. Je te le dis très honnêtement, on en aura, bien sûr, mais pas sûr qu'on aura ce qu'on nous dit aujourd'hui. Tu vois? Donc là, il y a un objectif. Je sais pourquoi j'épargne. Donc il faut se poser la question, pourquoi j'épargne? Il y a des gens qui épargnent, ils ne savent pas pourquoi et qu'à côté, ils vivent pas bien. Tu vois, donc voilà, c'est ça, je pense, c'est une leçon de vie, j'ai envie de dire. Je pense que c'est ça l'économie, c'est une leçon de vie. Et puis surtout, voilà, quand on voit qu'on risque de faire ponctionner notre épargne avec une augmentation des impôts, on se dit à quoi bon, tu vois. Donc voilà, il faut également, il faut réfléchir où investir, dans quel pays éventuellement, tu vois, bon, en toute honnêteté, bien entendu, mais voilà, je sais que ça ne plaît pas quand je dis ça, mais moi, je ne suis pas d'accord aujourd'hui. On paye tous des impôts, ça fait des années qu'on se serre la ceinture. Je ne suis pas d'accord pour que l'État continue comme ça à faire n'importe quoi. Voilà. Donc moi, je dis stop, ça suffit, et j'espère que c'est ce qui va se produire, qu'on va vraiment prendre les bonnes mesures demain, c'est clair. Merci beaucoup, Marc. Merci avec plaisir, Mathieu. Bons investissements à vous, et bravo à tout ce que tu fais, hein, c'est important. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir, à très bientôt. Bye.